En tout cas, les entreprises ne le reconnaîtront jamais. Mais ce qu'on voit, c'est simplement quelques indices. C'est-à-dire, il suffit de voir l'organigramme d'une direction de la communication d'entreprise pour voir que les communicants financiers ont un peu pris le pouvoir. C'est-à-dire que à l'intérieur du rapport de force, la direction financière et les communicants financiers ont désormais non pas un droit de veto, mais en tout cas une validation de la plupart des objectifs de communication. Donc, finalement, les plans de communication, souvent, ils sont liés aux résultats, par exemple, semestriels. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu un formidable raccourcissement de la durée des plans de communication. Les plans de communication à 3-5 ans sont désormais totalement terminés. On a des plans qui sont maintenant quasiment toujours annuels et on voit de plus en plus des plans semestriels, c'est-à-dire avec la semestrialisation des résultats financiers. Donc oui, sans conteste. Là, on le voit actuellement en plus avec la volatilité des flux financiers internationaux, avec l'effondrement des cours de bourse. Le communicant financier est en première ligne parce qu'il sait que l'actionnaire est devenu une des cibles primordiales dans la communication d'entreprise. Alors il y a cet aspect de la communication, mais il y a aussi les clients dont on parle ce soir. Donc il faut savoir jongler avec les deux, on va dire. Ça va pas être évident pour une entreprise. Le client, les ONG, le consommateur, c'est une grande difficulté parce que moi j'ai un peu l'avis que le plus important, le plus fondamental, c'est pas dans les techniques, c'est pas dans les outils. Bien sûr, c'est important, mais avant tout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mettre du sens, mettre de la cohérence. Et si on prend juste un exemple très concret, très important dans la communication d'entreprise, la responsabilité sociale de l'entreprise, le thème du développement durable. C'est le deuxième thème de communication des entreprises en France. Si vous allez sur la rubrique... Certaines contraintes et forcées, les plus grandes entreprises. Certainement. Donc si vous allez sur la rubrique, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants qui me demandent est-ce que les entreprises sont vraiment sincères quand elles disent qu'elles font du développement durable. Je suis allé voir sur la rubrique responsabilité sociale d'entreprise, développement durable, elles disent qu'elles font plein de choses. Alors j'ai dit oui, d'accord, mais maintenant allez voir sur la rubrique finance et allez voir si l'entreprise est capable de parler à ses actionnaires comme elle parle à l'opinion publique, au grand public en général. Et ça c'est rarissime. Moi je pense que la cohérence, ce sera à partir du moment où les entreprises sont capables de délivrer le même type de message à l'ensemble de leur public. Et là, le digital a une influence extrêmement forte dans l'accroissement de la porosité entre les disciplines de communication. C'est-à-dire que sur le web, tout est accessible. Il suffit d'aller sur la rubrique finance et ensuite sur la rubrique RSE pour voir s'il y a cohérence ou pas. Donc, effectivement, ces notions de clients, d'actionnaires, de cibles principales sont importantes parce que ça oblige les entreprises à faire un effort particulier dans le renforcement de la cohérence pour l'ensemble de leur message. Alors évidemment, là on parle des grandes entreprises, mais vous qui êtes directement au contact de PME, TPE, de créateurs d'entreprises, ils sont pas tous dans la même démarche, Emmanuel Racah. Non, le premier objectif, c'est fédérer leur clientèle de base. Voilà, ça et puis d'avoir un nom qui se démarque de la majorité de leurs concurrents, quoi. Alors, quelle image se construire, justement? On a commencé à beaucoup parler d'e-réputation et ça, évidemment, il faudra y revenir après une nouvelle pause dans Paris d'Avenir et le journal de l'économie sur BFM Business. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Les investissements publicitaires devraient augmenter cette année. En France, on peut tabler sur une évolution globale de près de 2%, un chiffre d'affaires qui est évidemment clairement boosté par Internet, la performance d'Internet. En même temps, il faut noter que les dépenses quand même d'achat publicitaire sont maintenant parfois un peu moins importantes que d'autres opérations. La communication change dans les entreprises. Osons être différents ce soir dans Paris d'Avenir autour de projets d'entreprises innovantes d'Île-de-France. Osons être différents. Comment être différents aussi? Thierry Libard, professeur en sciences de l'information et de la communication. Alors, il y a ce double, on va dire, c'est presque un dilemme, parce que vous le disiez tout à l'heure, il faut laisser prendre le temps d'installer les marques et Internet en même temps. Il faut savoir prendre le temps d'avoir du recul aussi sur son entreprise. Enfin, c'est tout un... C'est compliqué, hein. Très compliqué. C'est compliqué, mais on sait que si on le fait, ça peut donner des résultats qui sont excellents. C'est-à-dire que là, on entendait à l'instant les valorisations boursières, les bénéfices des entreprises. Il faut savoir qu'on arrive maintenant aussi à mettre un prix aux réputations. C'est-à-dire l'image, c'est pas juste un concept, avoir une belle image, avoir une bonne réputation. On sait que ça se chiffre. Et on a maintenant des méthodes d'évaluation très rigoureuses pour mettre des prix aux réputations d'entreprise. Et les résultats sont aberrants. C'est-à-dire qu'on a des chiffres qui sont juste colossaux. On sait par exemple que la réputation de Coca-Cola, dont on parlait à l'instant, c'est supérieur à 70 milliards de dollars. On sait que la réputation de Microsoft ou d'IBM est supérieure à plus de 50 milliards de dollars. Comment on peut la valoriser? Comment on peut y mettre un chiffre? Alors, on fait des simulations, on a des calculs, c'est relativement compliqué. On a maintenant, depuis un an, une norme AFNOR sur la valorisation du capital réputationnel des entreprises. On fait comme si l'entreprise n'avait plus d'actifs, n'avait plus de salariés, n'avait plus d'usines.
Simplement, il reste juste la valeur de la marque. Et ça, qu'est-ce que ça vaut? Donc, on a des techniques économétriques, mathématiques pour essayer de mettre un prix, et on s'aperçoit que ça a un prix qui, pour certaines entreprises, peut être supérieur à l'ensemble des actifs tangibles de l'entreprise. Donc, le travail sur la réputation, c'est un travail de long terme, mais qui, lorsqu'on le fait bien, et on voit les entreprises, à chaque fois, c'est des entreprises qui travaillent leur réputation depuis très longtemps, peuvent obtenir des résultats qui sont vraiment très importants. Et du coup, dans les entreprises, on ne voit plus le communicant de la même manière, je peux vous dire. Le travail de long terme, mais bon, il y a quand même, Laura Marzouk, bonsoir, d'autres formes de communication, et les communications, il faut aller rapidement et surprendre aussi. Exactement, et ce nouveau visage de la communication, eh bien, il s'appelle le buzz. C'est un peu comme une stratégie de marketing moderne. Créer le buzz, c'est lorsqu'un contenu visuel, audio ou vidéo se fait connaître en étant vu ou lu par beaucoup de personnes en un temps très court, une technique facilitée bien sûr par Internet. Alors côté entreprise, ce sont pour le moment les PME plus que les grandes entreprises qui essayent de créer le buzz. Et par exemple, la marque de produits alimentaires Michel et Augustin avait réussi un joli coup de pub en 2009. Ces créateurs étaient parvenus à placer un de leurs fameux yaourts sur le pupitre de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, au Salon des entrepreneurs de Paris. Mais alors évidemment, les particuliers, eux, ils ont bien compris tout l'impact et l'intérêt de ce buzz. Et ce, grâce notamment aux réseaux sociaux. Les particuliers l'ont bien compris. Faire le buzz permet de se faire connaître pour le meilleur, mais pas seulement. Alors souvent, on provoque le buzz, mais parfois aussi, on le crée sans le vouloir. 2 exemples récents de buzz illustrent ces 2 cas de figure. Il y a 10 jours, un étudiant en design de Hong Kong a fait parler de lui sur le web en détournant la célèbre pomme croquée d'Apple. Il voulait ainsi rendre hommage à Steve Jobs après son décès. Il avait incrusté le profil du fondateur d'Apple en ombre chinoise sur le fond blanc de la pomme à la place du morceau croqué. L'image s'affiche d'ailleurs sur vos écrans si vous nous suivez à la télévision. Alors, eh bien, ce coup de projecteur inattendu sur cet étudiant de 19 ans, Jonathan Mark, lui a d'ailleurs permis de recevoir des offres d'emploi alléchantes, mais aussi des propositions pour acquérir les droits de son logo. Autre exemple de buzz, cette fois-ci, il était voulu, il était recherché. Souvenez-vous, c'était fin septembre, un certain Alessio Rastani, basé à Londres et présenté comme un courtier par la BBC, avait fait sensation sur Internet en confessant rêver de récession. Lors d'une interview accordée à la chaîne britannique, il avait par la suite admis être un simple boursicoteur qui cherchait à attirer l'attention. Paris gagné. Voilà, c'est amusant parce que finalement le buzz aussi ça peut nous concerner les uns et les autres. Emmanuel Racah, PDG de Nouveau Sens et de speeddating.com, par rapport au buzz et aussi au rôle finalement d'un créatif comme vous aussi. Oui, c'est-à-dire que par rapport il y a quelques années, une marque pour communiquer, une marque d'un certain niveau, réservait un prime time sur TF1 et surtout un dimanche soir, et pour communiquer son nouveau produit, c'était fini. Aujourd'hui, c'est fini tout ça, ce temps est terminé. Aujourd'hui, on communique par des multiples canaux. Le digital a complètement fragmenté l'audience qu'on a vu en télé ou en radio, et on retrouve des petits morceaux d'audience partout, ça, sur un blog, sur un site internet, que ça soit dans la rue par des affiches de l'affichage digital. Donc en fait, il faut être partout. Une marque doit communiquer partout et être présente partout. Et peut-être qu'elle n'a pas toujours aussi tout ce qu'il faut pour. Enfin, c'est pas nécessairement elle qui communique. On va dire tout le monde peut communiquer entre guillemets sur une marque, ou même un salarié peut se mettre à communiquer. Enfin voilà, c'est plus entre les mains toujours du communicant. C'est sûr. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux. C'est à la fois ça va très vite. Il y a la vitesse et puis savoir communiquer. C'est-à-dire que faut pas dire n'importe quoi. Il faut vraiment faire très attention à ce qu'on dit et voilà. Donc ça demande un peu plus de temps. Et Thierry Spencer, justement, une réaction à un cofondateur de Test & Trust, vous aussi qui suivez à travers les relations entre les clients, les entreprises, justement par rapport à cette irréputation, au fait que finalement maintenant la marque, elle est partout. Oui, et puis le Internet est une caisse de résonance extraordinaire pour l'expression du consommateur. Là où il y a quelques années, son expérience de marque, on l'a confiée à ses amis, ses proches, autour de la machine à café, où on écrivait un courrier de réclamation à une entreprise. Aujourd'hui, on peut s'exprimer auprès de milliers, de millions de personnes en ligne qui vont vous écouter. Alors, on parlait de buzz et ça me fait penser au fait que les entreprises sont
sont pas égales entre elles. Et les clients sont pas égaux non plus. Les entreprises sont pas égales. C'est qu'on parlait de Michel et Augustin. Michel Augustin est une toute petite entreprise française qui est très créative, mais qui est très agile. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque aux grandes entreprises pour faire le buzz, où il faut qu'elles soient vraiment, elles aient beaucoup de talent. C'est cette agilité, cette capacité en interne de repenser leur organisation, parce que Internet a non seulement projeté le client dans l'organisation, mais a aussi bouleversé la façon d'investir. Et tout à l'heure, vous parliez des investissements en publicité. Eh bien, ces investissements en publicité aujourd'hui sont de plus en plus orientés sur le parcours du client et plus seulement dans les grands médias avec une grande campagne qu'on décline sur tous les canaux. Aujourd'hui, on essaye de penser support de communication en fonction de l'expérience du consommateur. C'est ce qu'on appelle la communication. Il a son téléphone, il est aussi influent, il est impatient aussi, parce qu'on parle de rapidité là et d'Internet. Et les clients sont pas les mêmes, ils s'expriment pas tous, ils n'ont pas tous les mêmes attentes non plus, ils n'ont pas les mêmes capacités, ils n'ont pas la même complexité dans leur demande et pas la même valeur, parce que Internet a aussi, avec tous les investissements en termes de connaissances clients, a fait prendre conscience aux entreprises que les clients n'avaient pas tous la même valeur et donc ils pouvaient être traités différemment. Regardez ce qui s'est passé dans les 10 dernières années avec les fournisseurs d'accès à Internet, avec les opérateurs mobiles qui ont fait beaucoup de recrutement. Aujourd'hui, on est dans la phase de fidélisation. Donc on nous dit, les clients fidèles vont être traités comme les nouveaux clients. C'est une révolution. Et quelle révolution? Tout le monde pense ça depuis 10 ans. Donc maintenant, on s'y met, on va traiter les gens différemment, on va reconnaître le fait que vous êtes fidèle par rapport au fait que vous êtes nouveau. Alors, on en a parlé aussi entre les lignes, Thierry Libard. Finalement, l'enjeu et ce qui se passe, c'est l'interactivité finalement. C'est ça aussi la clé maintenant dans la communication.